Salut les barbus, je suis Urial de Barbuing Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor et tuto peinture. Aujourd'hui on va voir ensemble les règles de Dystopia Noir, un jeu qui me tient particulièrement à cœur, ayant joué à la V1 et à la V2 un paquet de fois. La particularité de cette nouvelle édition est qu'elle n'a pas été éditée par Spartan Games, qui est le créateur du jeu, mais par Warcradle Studios, qui ont racheté les droits du jeu au moment de la faillite de l'éditeur historique de Dystopia Noir. Warcradle a bien l'intention de reprendre plusieurs jeux phares de Spartan Games et de les rééditer à sa sauce, mais nous y reviendrons sûrement les barbus dans de prochaines vidéos, car je suis hypé par plusieurs de leurs projets, notamment Armored Clash, un jeu de tank dans le monde de Dystopia Noir, qu'ils vont éditer en 15 mm, contrairement au jeu de base qu'avait fait Spartan Games, qui était en 1/1200e. J'ai hâte de voir ce que cela va donner les barbus. Mais revenons aux règles de Dystopian Wars. Le livre de règles de la boîte de Unford Prometheus est un livret A5. Les règles font à peu près 40 pages, 42 avec l'index. En plus des règles, dans la version anglaise du livret, on retrouve presque 100 pages de l'univers du jeu, avec une description de chaque faction. C'est très bien fait et super chouette. Dans la version PDF française que j'ai reçue, je n'ai pas eu l'historique, mais il est peu probable qu'il n'y soit pas quand le starter du jeu sortira en français à la fin du mois de février. Le livre de règles commence par les bases, en nous expliquant comment jouer, les termes techniques du jeu, ainsi que comment lire les dés spéciaux du jeu. Il faut savoir que le système de combat se joue avec des touches. Il y a 3 faces qui en génèrent, une face qui fait une touche, une qui fait 2 touches et la troisième qui fait 2 touches, mais qui permet en plus de relancer un dé pour pouvoir en refaire d'autres. On a donc une chance sur 2 de générer une touche, voire plus. Les autres faces, sauf une, permet de générer des points de défense. Une face qui donne un point de défense et une autre qui en donne 2. Ça permet d'avoir qu'un seul type de dé à lancer. Quand on lance pour toucher, on ne prend en compte que les 3 faces qui font des touches. Et quand on lance pour la défense, on ne prend en compte que les 2 faces ayant des boucliers. Comme dans la plupart des jeux, il existe des règles pour pouvoir relancer les dés. Et bien sûr, on ne peut relancer qu'une seule fois un même dé. Les dés explosifs ne sont pas considérés comme relancés, car on lance un nouveau dé, gardant celui qui a fait une face explosive. Il faut savoir que Dystopia Noir est un jeu qui se joue en alterné. Chaque joueur jouant chacun à leur tour une unité. Dans Dystopia Noir, on joue des flottes, qui sont subdivisées en unités. Chaque flotte permet d'avoir des règles spéciales, et une flotte est définie en premier lieu par son vaisseau amiral qui la commande. C'est une façon simple et ludique qui permet de faire une flotte originale et unique. Surtout que cela permet de faire des flottes différentes au sein d'une même faction. En parlant de faction, Warcradle nous a indiqué que chaque faction aura des sous-factions. Pour prendre un exemple, dans l'Empire, il y aura une sous-faction japonaise et une sous-faction chinoise. Et dans l'Alliance latine, il y aura une sous-faction française et italienne. A priori, quand on lit l'histoire de chaque faction, on se rend compte qu'il y en aura plus de 2. Mais revenons aux unités. Chaque unité est définie par des traits et des caractéristiques. Et pour les navires de masse 2 ou plus, par 2 faces, une prête au combat et une endommagée. En A, on a le symbole de la faction du navire. En B, le coup en points sans option, bien que souvent il faudra se référer à un autre document nommé Arbart, l'ordre de bataille de la faction, qui décrit aussi les options disponibles ainsi que les différentes flottes que l'on peut faire. En C, on a les traits du navire. Ils sont importants car ils indiquent les traits spéciaux qui sont une partie intégrante du navire. On a ensuite les règles spéciales qui impactent le navire, comme par exemple si l'unité est obscurcie en permanence. On a ensuite les attributs qui sont au nombre de 8, inscrits dans un gouvernail. On a l'armure qui définit combien de touches le navire peut prendre avant de subir des dégâts. Par tranche de touches dépassant l'armure, le navire subira un point de dégâts. On peut donc occasionner plusieurs points de dégâts par tir. Citadelle, qui détermine le nombre de touches qu'il faut pour occasionner un dégât critique. Par tranche de touches dépassant cette caractéristique, le navire subit un dégât critique. Quand on a un dégât critique, il n'y a pas forcément perte de points de coque, mais des dégâts qui vont empêcher le navire de fonctionner normalement. On lance un dé spécial nommé dé de dégâts critiques et applique le résultat. Le dé sert aussi de jeton pour garder en mémoire le dégât critique qu'a subi le navire, car tant que celui-ci n'est pas réparé, il subira l'effet du dégât critique. Si le même dégât critique est occasionné encore une fois, le navire subira 2 points de dégâts et à la place sera en état d'avarie. Défense, c'est l'arme anti-aérienne et anti-submersible qui permettent de se défendre contre les attaques de style SRS, roquette ou torpille. Sur l'une de ces attaques, la cible lancera autant de dés qu'elle a de défense en AA ou AS. Chaque bouclier annulera une touche et chaque contre-lourd, le double bouclier, annulera 2 touches. Mêlée permet de lancer des abordages contre les navires adverses. Plus on a de mêlée, plus on aura de dés à lancer dans un assaut. Coque, le nombre de points qu'il faut pour endommager ou détruire le navire. Plus on a de coques,
plus on peut encaisser de coups avant de subir des dommages qui réduiraient l'efficacité du navire ou le couleraient. Masse. La masse définit la taille en hauteur du navire ainsi que les mouvements obligatoires. Nomme-les dérives, on verra ça après les barbus, promis, avant de pouvoir tourner. De plus, tous les navires de masse 1 n'ont qu'une seule face et est donc détruit dès qu'il n'a plus de point de coque. Vitesse détermine le mouvement maximal de l'unité, auquel s'ajoute la dérive obligatoire due à sa masse, et qui est égale à celle-ci. La limite de pivot, le nombre de pouces que l'on peut faire en tournant lors de son activation. Voilà pour l'anatomie de la carte d'unité. Elle est assez simple, même si au premier abord on pourrait se dire que ça a l'air complexe. Il n'en est rien, et après une ou deux parties, je pense qu'on n'aura plus de problème à se rappeler toutes les caractéristiques. Il est à noter que quand il y a plus d'un navire dans l'unité, il faut qu'ils soient joués ensemble. Le jeu se joue par phase, et donc avant de pouvoir passer à la phase suivante, il faut que toutes les figurines d'une même unité aient effectué la phase. Par exemple, avant de pouvoir passer à la phase de tir, il faut que tous les navires aient effectué au moins son mouvement de dérive obligatoire. De plus, les figurines dans une unité à plus d'un navire doivent rester en cohésion. La distance de cohésion est de au moins 4 pouces. Quand une unité se retrouve hors de cohésion, due à une perte par exemple, lors de sa phase de mouvement à sa prochaine activation, elle doit retrouver sa cohésion ou se retrouver en état d'avarie. Pour finir l'anatomie des unités, il ne nous reste plus qu'à voir l'armement. C'est très important car mine de rien, l'arc de tir des armes va avoir une incidence sur vos déplacements. Car comme dans la plupart des jeux, la simulation navale donne la part belle au mouvement. Plus peut-être même que dans d'autres jeux de figurines. En effet, les navires ont la plupart du temps plusieurs armes avec des arcs de tir différents. On a donc l'arc de tir 360 degrés, il peut tirer dans n'importe quel sens. C'est l'arc de tir le plus simple à utiliser. P et S, port et starboard, bâbord et tribord pour nous les Français. Ce sont des bordées qui nous permettent de tirer dans un arc de 90, soit à gauche, soit à droite. Ce qui est intéressant à noter, c'est que l'on peut tirer des deux côtés si on a deux cibles des deux côtés. F, P et S. Là, ce n'est pas un et, mais un ou. Donc on doit choisir un angle de 90 degrés sur le front, le bâbord ou le tribord. A, P et S. Idem au choix que l'on vient de voir, sauf qu'au lieu du front, c'est à l'arrière. Et enfin A ou F, qui sont pour les armes généralement les plus puissantes qui tirent dans un arc réduit, mais qui occasionnent d'énormes dommages. Les armes sont aussi définies par une portée ou des seuils de portée. On a la portée à bout portant de 0 à 10 pouces, à portée d'approche de 10 à 20, et enfin portée longue de 20 à 30 pouces. Les valeurs d'attaque dans chaque portée et le nombre de dés que l'on lance avec l'arme à cette distance. Si l'on a un trait, c'est que l'on ne peut pas tirer à cette portée. On mesure la portée au centre de sa figurine, au point le plus proche de sa cible. Quand on a ciblé une unité qui a plusieurs figurines, on doit désigner la cible initiale, qui déterminera si la cible est obscurcie, à couvert en somme, le malus de couvert ne permettant pas aux faces explosives de donner des dés supplémentaires. C'est mine de rien un sacré malus, mais vous verrez ça quand vous jouerez les barbus. Les lignes de vue sont assez simples. Si un navire ayant une masse supérieure à la cible, ou s'il y a un élément de terrain, alors la cible est obscurcie. Si l'on voit au moins une partie de la cible, si on ne voit rien du tout, on ne peut pas lui tirer dessus. Si on détruit notre cible initiale, et qu'il y a des navires encore présents dans l'unité, alors les attaques déclarées sur la cible initiale qui n'ont pas encore été faites peuvent être utilisées sur une autre figurine de l'unité. Après l'anatomie des unités, le livre de base passe à la construction d'une force. Pour créer une force, il faut d'abord se mettre d'accord avec son adversaire sur le nombre de points que l'on va jouer. On peut dire qu'il y a 3 tranches de points, de 0 à 750, bien qu'à mon avis, à moins de 700 points, ça va être très dur de jouer, qui se joue sur un terrain de 36 sur 36 pouces, de 751 à 1500 sur une table de 48 sur 48 pouces, et enfin 1500 à 2000 où on joue sur une table classique d'1m80 sur 1m20 ou en pouces 64 sur 48. Après avoir choisi le nombre de points, il va falloir choisir sa faction pour pouvoir prendre un orbat ou ordre de bataille et ainsi choisir sa flotte. Dans l'ordre de bataille, on va retrouver les coups en points ainsi que les règles spéciales de la faction, mais aussi les différents types de flottes que l'on peut constituer pour avoir encore plus de bonus et typer encore plus sa composition. Par exemple, si on prend la flotte Borodino du Commonwealth, on va gagner des bonus pour l'éperonage. Ou si l'on prend la flotte Mosgaeski, les unités d'Ekranoplans gagnent la qualité téléguidée. Ça permet de faire vraiment une flotte typée qui vous permettra de jouer les éléments que vous aimez le plus dans une faction et en retirer un petit bonus. Vous me connaissez les barbus, moi j'adore bricoler des listes. Et là, le système permet vraiment de faire des listes à la carte.
C'est fun, top et permet de jouer des figurines identiques de façon différente, suivant la flotte que l'on veut prendre. En plus, certains navires amiraux seront peut-être pas très efficaces en lui-même, mais permettra d'avoir accès à une flotte qui donne de gros bonus. C'est un bon moyen de rééquilibrer certaines unités trop faibles. Bref, je suis fan, et vous? Dites-le moi dans les commentaires les barbus, votre avis m'intéresse. Dans l'ordre bataille, on a aussi les améliorations par unité. Plus l'unité est grosse, niveau masse, plus elle a d'améliorations. On y retrouve des générateurs, très importants dans le jeu, mais je vous en parlerai bientôt, promis les barbus. Les différents types d'armes que l'on peut changer, bref, tout ce que l'on peut modifier dans l'unité. Quand on a fini la composition de sa force, il ne reste plus qu'à jouer. Et pour cela, il faut déterminer le scénario, nommé rencontre à Dystopia Noir. On peut choisir la rencontre, soit la déterminer au hasard. On lance un dé de touche et on regarde ce que cela donne. Il y a pour l'instant 6 scénarios, mais il y en aura sûrement plus au fil du temps, et notamment avec les campagnes, si Warcradle suit le schéma de sortie qu'avait fait Spartan Game, et qui, avec la mini-campagne pour apprendre à jouer, a l'air d'être suivi. Ce qui pour moi est une très bonne chose les barbus, car refaire la bataille de Pearl Harbor à l'envers, les défenseurs étant les japonais, qui ont annexé Awal avant les américains dans l'univers de Dystopia Noir, c'est juste trop bon. Espérons que ça continue comme ça. La mise en place du terrain est définie à la page 33. On a 4 types d'aires de jeu. Mer ouverte, où on n'a rien qui gêne le mouvement. Eau trouble, qui sont des zones telles que des baies, des récifs coralliens ou une épave submergée. Ces zones doublent les points de mouvement utilisés sans subir de dégâts. Mais si le joueur veut prendre des risques, il peut se déplacer normalement en eau trouble, mais risquera de prendre des dégâts en lançant un dé d'action. Et par touche faite, il perd un point de coque. Les zones d'obstacles sont des objets qui gênent la vue, comme des bancs de sable, des zones de mines aériennes ou une zone de forage pétrolier par exemple. Ils bouchent la vue et sont infranchissables pour les navires. Et enfin la terre, qui est infranchissable et peut aussi bloquer la vue. Quand on a fait le terrain, il ne nous reste plus qu'à déployer nos forces, qu'on peut aussi mettre en réserve pour qu'ils n'apparaissent qu'après le tour 1. On ne peut garder ainsi que la moitié de sa force en réserve. On va tirer une carte victoire et bravoure et l'on prend le chiffre qui est en haut à gauche. Le joueur qui a le chiffre le plus élevé est le joueur A. Ça rappelle beaucoup le système de Wild West Exodus. Les cartes victoire et bravoure sont des cartes qui permettent d'avoir soit un bonus lors de l'activation ou de gagner des points de victoire. Une carte quand elle est utilisée peut soit être utilisée pour gagner des points de victoire, soit avoir un bonus au choix du joueur qui l'utilise. Dans une rencontre, on a les moyens de gagner des points de victoire. Mais les cartes victoire et bravoure peuvent aussi vous en donner. C'est sympa et permet d'avoir un moyen de revenir au score quand l'adversaire a pris l'ascendant sur l'objectif principal. Maintenant que l'on sait comment faire une force et comment mettre en place ce jeu, on n'a plus qu'à jouer. Et c'est maintenant qu'on va voir comment se passe un round de jeu. On a 3 phases dans un round. La phase d'initiative, qui permet de déterminer qui aura les initiatives du round grâce à un tirage de cartes, comme pour définir qui était le joueur A, puis de prendre des cartes pour compléter sa main de cartes victoire et bravoure. On a une main définie par le nombre de points qui composent notre force. Plus on a de points, plus on a de cartes partout. On a ensuite la phase d'activation, qui est le cœur du round. C'est à ce moment-là qu'on active les unités de façon alternée. Le joueur A joue une unité, puis le joueur B en joue une, ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué toutes leurs unités. Quand on active une unité, on commence par la sous-phase d'opération, où l'on doit lancer les SRS, les petits escadrons, si l'unité en a, puis effectuer les opérations spéciales qui sont souvent définies par la rencontre, comme trouver un trésor, secourir des civils, etc. etc. Ou faire machine arrière tourte, qui permet à une figurine ou plus de l'unité de faire machine arrière et de ne pas avoir de dérive. Mais cela a un coût. La figurine ayant recours à cette action spéciale reçoit un état d'avarie. Enfin, pendant la phase d'opération, si on active une unité en réserve, on peut tenter de la faire rentrer en jetant un dé d'action et suivant le round où l'on est, rentre plus ou moins facilement. Une unité de réserve peut s'activer normalement, mais ne peut pas lancer de SRS. On a ensuite la sous-phase de déplacement, où l'on doit faire forcément une dérive égale à la masse. On ne peut pas tourner plus que la limite de pivot. Si on rentre en collision avec un objet, on peut subir des dégâts, mais on peut aussi choisir de faire un éperonnage. Mais je vous laisse voir tout cela en détail lors de votre lecture les barbus. On a enfin la phase de tir, qui, comme dans la plupart des jeux, est très importante. Je ne vais pas rentrer dans les détails, les barbus, mais une unité doit définir par arme sa cible initiale. Puis elle peut combiner les armes du même type présentes dans l'unité pour pouvoir lancer plus de dés. Car rappelons-le, chaque jet doit dépasser l'armure de sa cible. Donc plus on a de dés, plus on a de chances de réussir. Les types d'armes pouvant se combiner est très importante. On ne peut pas combiner une batterie de canon avec des torpilles. Par contre, plusieurs navires peuvent combiner leur feu de batterie de canon ou de torpilles pour faire un seul et même jet de dés.
Le chiffre entre parenthèses dans les armes définit les dés à ajouter lors d'une action combinée. On prend le chiffre qui n'est pas entre parenthèses pour faire la base de notre jet, puis pour chaque arme en plus, rajouter celle du chiffre entre parenthèses. Simple, efficace et permettant des combos infinis, ce système est le cœur du jeu, et je vous assure les barbus, c'est fun et vraiment plaisant de réfléchir à vos combinaisons d'armes. Enfin, après le tir, l'assaut. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça arrive au moins une fois par partie, mais ça reste un épisode rare, sauf si vous jouez une flotte spécialisée dans l'abordage bien sûr. Là encore, le système est simple et fun. Après toutes les activations, il y a la phase finale, où l'on résout les ECP ou SRS. Ce sont de petites escadres qui viennent harceler l'ennemi. On répare les dommages critiques, vérifie les conditions de victoire, et on fait la phase d'entretien. Pour les ECP, on prend le nombre d'ECP qu'on a au contact avec l'ennemi, et cela nous fait une base de dés qu'on a à utiliser. On peut mettre les ECP en défense, et s'il n'y a pas d'ECP ennemi au contact avec la cible que l'on défend, et que l'on a un ennemi à portée de 5 pouces, on peut les réattribuer pour qu'ils attaquent. Chaque ECP donne 2 dés d'action en attaque et 1 en défense. Les ECP peuvent être contrés par la défense, donc le joueur attaquant lance ses dés via le nombre d'ECP qu'on a au contact contre la défense adverse, qui peut aussi se combiner, mais qui ne donne qu'un dé en défense par navire de l'unité aidant à la défense. Si l'attaque passe l'armure, il y a dégâts. Quoi qu'il arrive, les ECP sont enlevés, retournant à leur navire d'attache pour être relancés au prochain round. La sous-phase réparation permet de lancer des dés d'action pour réparer les dégâts critiques ou les états d'avarie. Plus on a d'avarie, moins on a accès à des choix tactiques importants comme combiner des armes. On a 3 états d'avarie. Danger, qui n'occasionne aucun malus. Urgence, qui ne permet plus de faire des pronages et qui ne permet pas de soutenir l'action combinée avec d'autres navires de son unité. Et enfin, chaos et désarroi, qui ne permet plus de soutenir ou d'être soutenu, même si l'on souhaitait combiner des armes sur le même navire. Et bien sûr, on ne peut plus éperonner. Après le niveau 3, chaque niveau d'avarie que l'on prend fait perdre un point de coque. Dans le livre, on a ensuite le chapitre sur les générateurs, un élément important de Dystopian. Le générateur n'équipe que les gros navires, mais peuvent avoir un impact sur les autres navires de sa flotte ou celle de son adversaire. Pour l'instant, on n'a que 6 types de générateurs différents, mais il y en aura peut-être plus au fil des sorties. Je ne vais pas vous les décrire en détail les barbus, mais ça va du générateur atomique qui augmente la vitesse et la citadelle du navire au générateur magnétique qui permet de mieux se défendre contre les ECP. On a ensuite la description des qualités d'armement, comme téléguidé, qu'on a vu dans l'exemple des flottes, ou submersible pour les torpilles. Ce sont des éléments importants car elles personnalisent les types d'armement auxquels on a accès et rajoutent à l'ambiance du jeu. On finit le livre sur les scénarios et un index toujours utile. Bien sûr, le livre comporte aussi un chapitre complet sur l'univers, une partie plus grosse que la partie règles pour tout dire. Ce qui est assez cool et permet de bien s'imprégner de l'ambiance si particulière de l'univers de Dystopian Wars et de vous donner envie de jouer telle ou telle faction. Je vous avoue, j'aime tout particulièrement la République de France, de l'Alliance latine. Chauvinisme oblige. En résumé, Dystopian Wars V3 a simplifié énormément le système de la V2, rendant le jeu extrêmement fluide et rapide à prendre en main. Certains aspects complexes des anciennes éditions me manquera, mais la V3 permettra que l'on ne soit pas tout le temps en train de chercher dans le bouquin telle ou telle règle. Bref, cette nouvelle édition me plaît et j'ai hâte d'y jouer les barbus. Voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de chacune de nos futures sorties. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo les barbus et que le poil soit avec vous.